Bienvenue à une autre émission de Blabla.net, l'émission où on discute de la construction de logiciels avec la plateforme.net. Mon nom est Mario Cardinal, on est le 25 mai 2005. Je vous présente mon acolyte, Éric Côté. Bonjour Mario. Salut Éric. Ça va bien? Oui. On a une émission qui je pense va être très intéressante ce soir, un invité de marque. Jean-Claude Manoli. Bonsoir. Ça va bien, Jean-Claude? Ça va très bien, et vous? Oui. Écoute, je vais lire ta biographie. Jean-Claude est un consultant, on peut vraiment dire un architecte senior. Donc, consultant indépendant de plus de 15 ans d'expérience. J'imagine, probablement les 4 ou 5 dernières années, travailler avec .NET. Oui, à peu près, en tout cas 4 ans, là. Parce que tu as commencé dès probablement la version alpha ou la version bêta. J'ai commencé, en fait, avant que ça soit rendu public. J'ai eu la chance de découvrir ça quand c'était encore un projet secret à l'intérieur. Tu veux dire dans le temps que ça s'appelait encore Cool? Exactement, ça s'appelait Cool. Et puis le plateforme.net, c'était... Lightning? Non, je crois que c'était Windows New Generation. Oui, Next Generation Windows Services, oui. Ah oui, tout à fait. Écoute, comme consultant, tu as travaillé pour plusieurs clients d'envergure, que ce soit Unisys, Microsoft à Seattle, dernièrement à l'Université McGill, donc au centre, le Health Center de l'Université McGill. Tu as fait partie de l'équipe initiale, hein, je pense, qui a créé NDoc. Oui, en fait, j'ai rejoint le projet quand il était vraiment à ses premiers balbutiements. Je cherchais un outil pour faire ça, et puis j'ai découvert ça sur SourceForge. Il y avait 2 personnes à San Diego qui avaient parti un projet comme ça. Ça avait l'air très bien ce qu'ils faisaient, mais c'était encore vraiment complètement embryonnaire. Juste pour notre auditoire qui ne serait pas familier avec NDoc, peux-tu en quelques mots juste nous dire, premièrement, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est NDoc? Juste pour qu'ils comprennent un peu l'envergure du projet sur lequel tu as participé. NDoc, c'est un logiciel, un outil pour les développeurs pour générer de la documentation de code à partir d'assembly.net et des commentaires XML qu'on peut rattacher au code. On peut dire que ce qu'on connaît aujourd'hui comme des commentaires XML avec Visual Studio, une bonne partie de ce que Microsoft a implémenté vient de ce qu'ils ont vu dans NDoc. En tout cas, je sais pas qui a alimenté qui, mais à quelque part, ou c'était plus du monde Java, je pense que l'idée initiale a été prise. Ben, en fait, je pense qu'ils ont pris l'idée de Java et puis d'autres systèmes qui ont fait la même chose. C'est Microsoft qui a en fait introduit les différents tags que NDoc utilise. NDoc en fait définit des tags qui sont pas standards entre guillemets. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 en tout, donc c'est vraiment Microsoft qui au départ a défini. Vous avez juste suivi leur spécification. On a vraiment suivi, puis en fait, dans ce que le NDoc génère comme documentation, on a voulu coller à la documentation du .NET Framework et de Visual Studio.net. C'est vraiment le même format. Et puis l'avantage étant qu'on a de la facilité à se promener dedans avec. L'idée étant aussi que c'est le code source qui est toujours notre référentiel, souvent unique dans un projet, malheureusement. Puis si on inclut la documentation minimale à même le code source, qui est l'idée d'NDoc, au moins on s'assure qu'on va, puis en incluant cette documentation en tag XML, après ça, NDoc lui va reprendre cette information-là et la générer en HTML ou en CHM ou n'importe quel format que... C'est ça. Et on s'assure d'avoir la documentation la plus à jour possible puisqu'elle est directement tirée du code source. Et juste par curiosité, est-ce que NDoc va aussi fonctionner avec Visual Basic.net?
Il fonctionne actuellement avec visualbasic.net. Il y a une extension, un outil qui permet de générer des fichiers XML au même format que ceux générés par le compilateur C#. Un gros auditoire d'Indox, c'est le monde VBNet parce qu'eux n'avaient pas le support que C# a dans la version 1.0 ou 1.1. C'est ça. Donc, c'est un des premiers gros auditoires. Pour conclure le sujet, Jean-Claude, je voudrais juste savoir, est-ce que tu utilises encore Indoc? Oui, je m'en sers bien sûr pour tout les logiciels sur lesquels je travaille. C'est sûr que je m'en sers. J'ai participé à l'écriture d'Indoc parce que je voulais m'en servir, donc c'était vraiment... C'est souvent le principe. On travaille sur des projets open source parce qu'on a un besoin initial. Ensuite, au Health Center de l'Université McGill, j'ai travaillé sur un système qui était développé sur Pocket PC qui s'appelle M-Diagnostics. Est-ce que vous prononcez en anglais ou C'est M-Diagnosis à l'anglaise? À l'anglaise, oui. Donc, pourquoi le M en avant? M pour mobile. Ah, Mobile Diagnosis. Donc, diagnostic mobile, si je traduirais ça en français. C'est ça. C'est un système pour aller récolter des informations de diagnostic auprès des patients qui ont subi des transplantations d'organes. Donc, c'était pour l'unité de transplantation de McGill. Et l'idée, c'était de récolter ces informations-là sur un Pocket PC de façon structurée et plus fiable que celle qu'ils utilisaient jusqu'à date. Est-ce que le Pocket PC, lui, transmettait en temps réel ou c'est plus quand vous reveniez à l'hôpital que là, la synchronisation se faisait avec les ordinateurs? On faisait une synchronisation offline parce que les locaux et les équipements médicaux ne permettaient pas d'utiliser des réseaux sans fil. Vous avez reçu deux récompenses pour ce logiciel-là. Une récompense de l'Octas, qui est comment je pourrais décrire l'Octas, c'est essentiellement la Fédération des informaticiens du Québec qui, à tous les ans, font un concours pour récompenser des projets d'envergure qui seraient significatifs. Donc, vous avez gagné un prix par cette organisation-là. Vous avez gagné aussi un prix canadien pour le système M-Diagnosis. Oui, ce qui se passe, c'est quand on gagne le prix aux Octas, on est automatiquement entré dans le concours au niveau canadien et on a aussi gagné le... Donc, quand tu gagnes canadien, c'est qu'il y a un prix planétaire. Après, ça serait pas pire, hein? Non, j'en ai pas entendu parler en tout cas. OK. Écoute, t'es conférencier, t'es membre du bureau des conférenciers MSDN Canada. Oui, pas très actif, mais... ce que j'ai pu comprendre, c'est que dernièrement, t'es impliqué dans un projet assez d'envergure, donc ça te donne moins de disponibilité, mais t'as été conférencier à l'occasion, entre autres l'an passé au DevTeach 2004, puis malheureusement, j'ai pas eu le temps cette année d'y retourner, mais c'était... On est bien content de pouvoir même prendre un peu de ton temps pour que tu viennes nous voir à blabla.net. Le sujet que tu vas aborder, Jean-Claude, c'est... Je vais vous parler des améliorations du langage C# dans la version 2.0. C'était pas déjà un langage parfait? Oui, mais ils avaient gardé quelques améliorations pour plus tard, pour pouvoir faire une version 2.0 puis revendre... C'est pour ça qu'il y a ceux qui s'arrangent aussi pour garder des choses à faire de la version 3. Donc ils avaient déjà tout prévu au départ, mais... Jean-Claude, les nouveautés du langage C# 2.0. Il y en a un paquet, mais selon toi, là, la plus importante, on va commencer par ça, c'est quel est l'item ou la chose qu'on devrait savoir? Mais juste avant, il y a comme deux choses. Il y a le langage C#, mais il y a aussi l'interface. Est-ce qu'on parle des deux choses ou est-ce qu'on parle juste du langage, là? Bon, on va commencer par parler du langage. Il y a quelques améliorations au langage. Et puis, il y a une multitude d'améliorations avec le Visual Studio, l'environnement de développement. On va peut-être parler de quelques-unes qui sont significatives, plus au niveau du langage. Vous dites qu'ils ont arrangé mon environnement de développement préféré, Notepad, ou ils ont juste amélioré Visual Studio? Notepad, il n'a pas été amélioré, malheureusement, donc c'est toujours la même version. Mais... Faut que tu continues à utiliser Notepad, Eric. Ça va pas la beauté d'être à distance.
Donc, allons-y pour le langage. On pourra revenir après avec l'environnement intégré de développement. Donc, au niveau du langage, la nouveauté, c'est quoi la chose ou les choses les plus importantes selon toi? Bon, ben là, la nouveauté importante dans le langage C#, c'est les génériques. C'est probablement ce qui va choquer le plus de gens. À noter... Déjà choqué, là. C'est quoi ça? Bon, peut-être avant d'expliquer qu'est-ce que c'est que les génériques, je vais peut-être exposer le problème. Pourquoi Microsoft a senti le besoin? C'est ça. Faut pas dire, c'est pas tant Microsoft que la personne derrière le langage C#, c'est Andrew, je sais jamais comment prononcer Anders. Anders, comment? Heilsberg. Vous avez déjà entendu son nom dit quelque part. Moi, je vais à le lire. En tout cas, moi, c'est mon héros parce que quand j'ai commencé la programmation comme professionnel, j'ai utilisé Turbo Pascal sur MS-DOS. Le premier IDE, c'était lui. Il faut juste dire que cette personne-là a été la personne derrière Turbo Pascal, ensuite Delphi, qui n'était pas n'importe quoi. C'est ça. A fait le saut chez Microsoft et était derrière la personne derrière le langage C#. Donc, une bonne feuille de route, comme on dit. Absolument. Hein? En tout cas, une feuille de route qu'on peut dire respectable. D'ailleurs, il a été récompensé par un prix, je ne sais plus quel est le nom du prix, il faudrait peut-être regarder ça offline. Les types de prix, reconnaissance à vie. Là, je peux vous dire que, chose très surprenante, il a été probablement une des rares personnes, peut-être il y en a une ou deux, qui ont fait la couverture du Dr. Dobbs Journal, le journal de programmation vendu aux États-Unis. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc, si on revient sur les génériques, quel problème, pourquoi on a cherché on a senti le besoin d'intégrer ça dans le langage, donc quel problème ça cherche à résoudre, pourquoi? Oui, deux types de problèmes qu'on voulait résoudre. C'était d'une part les performances et d'autre part la robustesse du code. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Je vais prendre le ArrayList de .NET. Donc, quand tu parles de performance, c'est performance avec souvent ce qu'on va appeler des conteneurs. Ouais, alors. Les collections. Les collections, c'est l'exemple le plus facile pour comprendre les génériques, donc je vais prendre ça, mais ça s'applique aussi à d'autres choses que des collections. Mais les collections, c'est l'avantage d'être facile à comprendre et d'être visuel. Visuel, surtout quand on fait une émission audio, donc. Exactement. Et puis le ArrayList, tout le monde l'utilise, là c'est très très utile. Alors c'est quoi les problèmes du ArrayList? Le premier, c'est point de vue de la robustesse du code, on peut y mettre n'importe quoi. On peut y mettre des objets, donc ils peuvent être de n'importe quel type. Un ArrayList s'attache ça, le type qui s'attache c'est objet, qui est la source de tous les objets, donc ça veut dire n'importe quoi. C'est ça. Donc on peut mettre des strings, on peut mettre des classes, on peut mettre toutes sortes d'objets. Si on met un objet qu'on ne s'entendrait pas à ce que ce soit le bon, parce que mettons qu'on a un ArrayList qu'on voudrait mettre, je sais pas moi, dedans des types personnes, puis on met, je sais pas moi, un type animal. Le compilateur ne nous dira jamais « Hey, t'es en train de te tromper ». C'est ça, on peut mettre n'importe quoi dedans, puis ça pose pas de problème jusqu'à ce qu'on veuille les ressortir de là et les assigner dans des variables d'un certain type. Puis c'est là que ça peut poser des problèmes. Si on s'attend à avoir un string puis qu'on a une personne, on a une erreur au runtime, donc à l'exécution de l'application. Puis je pense qu'on avait aussi problème de performance quand on utilisait les types de base. Parce que lui, il faisait toujours un casting entre notre type de base, le ramenant un objet, puis quand on le ressortait, il le ressortait un objet, il le ramenait en type de base. Donc, c'est ça c'est le problème de performance avec les value types, les structs. C'est que le compilateur la plateforme va faire un boxing et un unboxing. Comme tu disais, quelque chose qui est coûteux en fait de processing. Et quand vous parlez de type de valeur, ça peut être quelque chose aussi simple qu'un int. Ouais. C'est ça, typiquement c'est des int, des nombres, mais ça peut être aussi des structs qu'on a définis nous-mêmes. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec la différence entre un value type et un reference type en peut peut-être .NET. prendre 2 secondes pour les situer, ça peut aider les gens peut-être à améliorer leur compréhension des types ou en tout cas des choses de base du framework.net. Je peux l'expliquer peut-être en 2 phrases, c'est assez simple.
Je t'ai déjà donné de la formation là-dessus. Bon, En fait, la grande différence entre les types références et les types valeurs, c'est où est-ce qu'ils vont être stockés en mémoire. Souvent, les types valeurs vont être stockés dans ce qu'on appelle la pile, le stack en anglais. Et c'est là-dedans qu'on va justement mettre nos valeurs directement. Si on a un type référence... Avant que tu aies un type référence, juste pour les auditeurs, il faut comprendre qu'il y a trois espaces mémoire dans un ordinateur. Un processeur, quand ça roule, là, ça gère 3 espaces mémoire. Il y a l'espace mémoire qui est réservé pour le code. Il y a un espace mémoire réservé pour les données, le data. Puis il y a un espace mémoire réservé pour la pile. Puis le code qui exécute va utiliser la pile pour empiler ou dépiler justement des données. Puis comme on dit, les types valeurs ils sont stockés sur la pile, pas dans la zone donnée. Exactement. Et quand on va utiliser une référence, à ce moment-là, on va stocker dans la pile juste un pointeur. On va l'appeler ce pointeur-là une référence parce que ce n'est pas un réel pointeur. On va stocker donc une référence vers une adresse dans la section de la mémoire qu'on appelle, toi tu l'as nommé data, mais on pourrait aussi l'appeler, en anglais, il l'appelle le heap, ou il l'appelle aussi en français des fois le monceau. Alors voilà. Tout à fait. Donc, pour l'environnement.net, ça va être très important pour lui de toujours savoir est-ce que je suis en train de travailler avec un type valeur ou un type référence parce qu'ils ne se comportent pas de la même façon. Ouais. Voilà. Et l'environnement le gère de façon transparente. La plupart des programmeurs ont pratiquement pas besoin de savoir la différence parce que Microsoft a justement fait le système de boxing-unboxing. Donc, de façon transparente, quand on utilise C#, si on décide d'utiliser un type valeur comme si c'était un type référence, automatiquement le compilateur va générer des instructions pour faire un boxing, pour transformer, si on pourrait dire, notre type référence en type valeur. Non, excusez-moi, le contraire. Le boxing, c'est mettre le type valeur en type référence, et le contraire de unboxing, c'est de mettre un type référence en type valeur. Ce que je trouve intéressant de ce que tu as dit, c'est quand tu dis les programmeurs n'ont pas vraiment besoin de le savoir. La réalité des programmeurs C# c'est qu'ils le savaient tous parce que la performance, c'est toujours quelque chose auquel on se heurte un jour ou l'autre. Pourquoi le besoin des... Mais il y a les débutants souvent ignorent la différence et puis se demandent pourquoi il y a des problèmes de performance en faisant des cours à la dure en cherchant à comprendre. Donc l'ArrayList, il a ce problème-là puisqu'il prend des types objets pour les stocker. Quand on y passe un type valeur, il doit être boxé et puis quand on le ressort, il doit être unboxed. Donc la façon de résoudre ce problème-là avec le .NET 1.0 ou 1.1, c'était de créer des collections qu'on appelle strongly typed, je ne sais pas comment on dit ça en français. Fortement typées. Fortement typées, merci. Alors, on a là des points en français, mais la réalité c'est, on a juste le bénéfice d'avoir quelques secondes de plus que toi pour y réfléchir. Okay. Donc, en créant des collections fortement typées, on pouvait éviter les problèmes qu'on vient de mentionner. Le problème, c'est que pour chaque type faut les coder qu'on veut mettre dans une collection, il faut créer une classe, dériver d'une classe de base du framework pour créer une classe fortement typée spécifique. Et en fait, l'implémentation de cette classe-là nous oblige quand même éventuellement à faire du boxing puis du unboxing. Donc on résolvait juste une partie du problème, c'était la robustesse du code. Puis souvent, ce que les gens faisaient, eux, pour ne pas avoir à tout coder ces classes-là, ils utilisaient un générateur de code. CodeSmith entre autres, est un exemple où est-ce qu'il fournissait une série de gabarits déjà préfaites pour faire des collections typées. Ou ce que moi je faisais la plupart du temps, c'est que si la performance n'est pas si critique, j'utilise un ArrayList et puis je me casse pas la tête. Tout à fait. C'est une bonne pratique. Commençons par coder simplement, puis s'il y a un problème de performance, après ça on améliore. Exactement. Puis on écrit tous du code robuste, hein? Surtout quand tu fais des démos à l'air d'un cours. C'est rare qu'on ait des problèmes s'il y a une bonne communication dans l'équipe là, de ce genre-là, mais c'est quand même des problèmes qu'on rencontre seulement au runtime, puis éventuellement quand le logiciel est chez le client, donc c'est jamais très agréable. Donc si on veut vraiment la robustesse, on était obligé de sacrifier un peu de temps pour créer ces la version 2.0 va venir changer tout ça. Alors la version 2.0 vient changer tout ça avec l'introduction des génériques qui permet de créer des classes ou même des méthodes dans lesquelles on peut paramétrer les types qu'on veut gérer.
Alors, dans le cas de notre array list, la version générique, ça devient un list de type T. T étant un paramètre qu'on spécifie au moment où on veut utiliser une liste. Alors, il y a effectivement déjà dans les Base Class Library de .NET 2.0 une classe qui s'appelle list_t qui permet de générer des listes fortement typées directement dans son code. Comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on simplement, au moment de l'utilisation, on dit je veux une liste de int et on initialise et on peut utiliser directement. Ce qui se passe en arrière, c'est que la plateforme .NET génère automatiquement une classe fortement typée pour gérer ça au runtime, au moment de l'utilisation. Ce que ça demande, par exemple, c'est au programmeur à reconnaître maintenant des nouveaux symboles qui sont les symboles plus grands, plus petits, dans lesquels on va mettre, par exemple, le int. Puis, donc, ça permet à ce moment-là, aisément, à cause que ces nouveaux symboles-là, de voir, je suis en train d'utiliser une classe qui a un générique dedans. Exactement, on les reconnaît assez facilement avec les plus grands, plus petits. Ok, ce qu'on appelle le symbole balise, là. Oui, comme balise XML. Oui, effectivement. Puis, au niveau des génériques, est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser par exemple, est-ce qu'on pourrait les utiliser quand on fait des fonctions avec les paramètres ou Oui, alors on peut aussi les utiliser. On peut les utiliser pour des classes comme des collections, mais on peut aussi les utiliser au niveau des méthodes. Donc, on peut avoir une méthode qui prend un type T en paramètre, puis qui fait quelque chose avec ce type T, mais sans spécifier quel est le type au départ. Et puis, à l'utilisation, on va passer, par exemple, le type T va être utilisé dans un des paramètres. S'il est utilisé dans un des paramètres de la fonction elle-même, on n'a même pas besoin de spécifier à quel type on fait référence. Le compilateur est capable de le deviner. Par exemple, si on passe un entier dans la fonction, il va savoir que la méthode générique s'attend à avoir un entier. Sur les génériques, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous entretenir? Bon, on peut expliquer un peu plus comment est-ce qu'on les utilise. Quand on déclare un générique, que ce soit un type ou une méthode, on peut donner des contraintes sur le type paramétré. Donc, par exemple, on peut dire on peut spécifier que le type doit implémenter une certaine interface. Alors, ça a l'avantage que si on veut que le type utilisé implémente l'interface iDisposable, ben on peut spécifier en utilisant la syntaxe where t2.iDisposable. OK. Donc, ça te permet, toi, après ça, de reprendre le fameux T, puis de t'attendre que les méthodes de l'interface vont être supportées par ce... Exactement. Ça me permet, à l'intérieur de ma méthode générique, d'écrire using mon type T, et puis de savoir que ça va compiler, en fait, et que ça va s'exécuter correctement. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes ou d'autres choses? Je pense peut-être des itérateurs. Il y a d'autres contraintes qu'on peut spécifier, comme on peut spécifier une classe de base aussi, pas juste des interfaces. On peut spécifier une classe de base ou plusieurs interfaces. On peut aussi exiger que le type puisse contienne un constructeur par défaut. OK. Et pour conclure juste le sujet, tu disais au début que c'était choquant cette fonctionnalité-là. De quelle façon? Disons que c'est un concept qui va être nouveau pour beaucoup de monde qui a juste utilisé C# avant, qui a peut-être pas fait utiliser des templates en C++. Bon, faut dire que c'est vraiment les gens qui ont fait du C++ avec les templates, qui encore là, c'est pas tout le monde qui fait du C++ avec les templates. C'est ça. Qui eux se sentent à la maison quand ils voient ce genre de code-là, mais pour la majorité des programmeurs VB, même une bonne partie de la clientèle C#, c'est une nouveauté pour eux. C'est une nouveauté. Et puis, ça va prendre un certain temps pour comprendre comment est-ce qu'on peut s'en servir, parce que bon, là on a donné un exemple trivial qui sont les collections, mais pour penser à d'autres utilisations, c'est pas évident. Le meilleur moyen, c'est de regarder comment ils ont fait dans le framework. Il y a énormément maintenant de génériques
qu'ils ont rajouté dans la librairie de base. Alors, on peut s'inspirer selon leur utilisation. Peut-être une dernière chose aussi, ceux nos auditeurs qui seraient plus familiers avec C++, qui ont peut-être connus à l'époque les fameux templates ATL, donc on servait de Active Template Library pour faire des objets COM. Faut comprendre que les génériques dans C#, c'est pas pensé pour régler ce type de problème-là, ou en tout cas pour faire de la métaprogrammation. Finalement, à ATL, on faisait de la métaprogrammation. Ici, les génériques, c'est vraiment pour régler tous les problèmes comme tu as expliqué, mais c'est pas pour de la métaprogrammation. Il faut surtout pas commencer à utiliser ça pour faire de la métaprogrammation parce qu'on prend un mauvais chemin. Exactement. C'est vraiment implémenté différemment que les templates en C++. Quand on utilise des templates en C++, le compilateur génère beaucoup de code en arrière des classes. Ce que ne fait pas le compilateur C#, lui, il va générer une classe qui va être générique en MSIL. Et c'est seulement au runtime que les classes fortement typées vont être générées. Parce que si on veut vraiment faire de la génération de code, il y a soit avec Team System des approches comme le Domain Specific Language qui va être les outils pensés pour ça, ou au mieux, si tu veux être vraiment à bon niveau, les objets du framework comme le code DOM qui sont pensés pour faire ce genre de choses-là, avec l'introspection, mais les génériques, là, c'est vraiment pour régler tous les problèmes qu'on trouve avec les conteneurs. Ouais. Autre chose dans C# 2.0 qui devrait intéresser nos auditeurs. L'autre chose intéressante, c'est les itérateurs. Mais ça va toucher plus des gens qui font des librairies que les gens qui programment des applications d'entreprise. Donc, pour les consommateurs de librairies comme moi, c'est moins intéressant. C'est probablement moins intéressant. En deux mots, un itérateur, à quoi ça sert? Un itérateur, ça permet d'implémenter une classe qui contient l'interface IEnumerable sans avoir à implémenter un énumérateur spécifique à cette classe-là. Si on voulait faire une classe énumérable, c'est-à-dire une classe qu'on peut utiliser dans une boucle for each, avant on devait implémenter un énumérateur, et puis l'énumérateur n'était pas forcément évident à écrire parce qu'il fallait pouvoir garder l'état. Enfin, c'était pas mal de plomberie pour pouvoir profiter du for each. Donc on peut dire que l'itérateur fonctionne main dans la main avec les fameuses collections, avec les fameux conteneurs, parce que souvent tu vas vouloir créer un itérateur pour naviguer dans ta collection. C'est ça. Alors l'itérateur permet de le faire en quelques lignes de code, ce qui avant prenait de générer une classe à part et d'y mettre un peu plus de code. Ceci étant dit, est-ce que c'est les nouveautés de C# 2.0 ou il y a d'autres choses qui... Il y en a quelques autres au niveau du langage qu'on peut regarder rapidement. Il y a les méthodes anonymes qui permettent d'éviter d'avoir à créer un event handler dans son code quand on veut, par exemple, si on a un bouton et qu'on veut faire une action très simple quand l'utilisateur clique sur un bouton, on peut spécifier le code directement là où on va attacher l'event handler. À la place, on peut mettre un bloc de code directement inline. Donc ça, c'est du code plus lisible. C'est du code qui est un peu plus lisible, qui permet d'économiser quelques lignes de code. Okay. Évidemment, il ne faut pas non plus les abuser et puis mettre des blocs entiers de code là-dedans. Il y a aussi les types partiels. Ça, c'est intéressant plus pour les développeurs de framework. Ou les gens qui font de la génération de code. Ou de la génération de code, ça permet de séparer la définition d'une classe en plusieurs fichiers. En fait, si je ne me trompe pas, c'est la technique qui est utilisée maintenant par ASP.NET et Windows Forms pour justement avoir deux fichiers, un fichier qui gère le look de la page web et un autre fichier qui gère le code de la page web. Aujourd'hui, ceux qui utilisent, vous avez souvent une région, puis ça vous dit, n'éditez pas cette région parce que ça a été généré
vous verrez plus ça parce que ça va être mis dans un autre fichier, dans une autre classe partielle. Exactement. Et ceux qui ont travaillé un peu avec ASP.NET jusqu'à maintenant auront probablement rencontré des petits problèmes des fois avec le designer ASP qui perd la synchronisation entre le fichier ASPX et puis le fichier code behind en C# en arrière parce que comme la page ASPX est en fait une classe qui hérite de la classe qui est dans le code behind, on était obligé de déclarer tous les contrôles comme champ protégé. Et il fallait qu'on ait pour chaque contrôle défini dans l'ASPX, il fallait une définition dans le code behind. Et le designer, des fois, il perdait la synchronisation. C'était assez agaçant. Quand on y pense de séparer les définitions dans différents fichiers, en tout cas, c'est une solution très élégante qui règle à peu près tous les problèmes que les outils de génération de code ou les frameworks rencontraient. Puis en plus, ben ça cache une grande partie de la complexité aux développeurs. Donc, ça n'a que des avantages. Exactement. Donc, les avantages pour les utilisateurs qui font de la programmation, eux, ils vont voir que les outils sont un peu plus intelligents, ils fonctionnent un peu mieux, mais c'est utilisé, ils vont pas forcément faire des définitions de classes partielles dans leur code. Moi qui m'intéresse beaucoup à la génération de code, moi je serais porté à dire que les classes partielles, pour moi, c'est la fonctionnalité miracle du Net 2.0. Jean-Claude, j'aimerais ça que tu entretiennes sur une dernière nouveauté du langage C#, les nullable types. Oui, c'est une nouveauté assez importante, assez utile. Ça permet de définir, d'utiliser des types, des value types, dont on a parlé tout à l'heure, mais de leur assigner une valeur nulle, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et c'était embêtant, des fois, souvent... Pourquoi on voudrait assigner une valeur nulle à un value type? Des fois, souvent quand on accède aux bases de données, on va aller chercher un integer. Il est des fois nul dans la base de données. On ne sait pas comment le représenter dans un integer. C'est principalement pour résoudre ce problème-là. C'est les gens qui ont des applications d'entreprise qui lisent des données dans des bases données relationnelles. Les bases données relationnelles, tu as toujours la possibilité d'avoir 3 états, c'est-à-dire des valeurs, quand je dirais deux, en tout cas un état qui est non défini qui s'appelle nul, mais qui n'existe pas quand on tombait par exemple avec un entier. Là, au moins, on va pouvoir dire mon entier, il peut être nullable. Voilà. Et souvent, on le représentait par un 0, mais sauf que 0 et nul, c'est pas tout à fait la même chose. Comment ils font ça, un nullable type, exactement? Ils transforment notre integer en type référence, c'est ça? Non, en fait, ça devient pas un type référence, ça reste un struct, mais il y a une nouvelle propriété qui est je sais plus exactement, is null ou has value ou quelque chose comme ça, qui permet de savoir s'il a une valeur nulle ou pas. Donc, pour un programmeur, là, ça aurait l'air de quoi le code qu'il ferait pour dire je veux me déclarer une variable qui serait nullable? Est-ce qu'on peut assez aisément décrire ça? Oui, on peut essayer. Alors, si on veut déclarer un entier qui serait nullable, on écrit int, point d'interrogation, et le nom de la variable. Donc, le point d'interrogation veut dire il peut être nul. Exactement. Et puis, à ce moment-là, on peut... Pendant tout ce temps-là, je pensais que je savais pas qu'est-ce que j'écrivais. Et donc, à partir de ce moment-là, cette variable est nullable. On peut y assigner des valeurs d'entier ou on peut y assigner une valeur nulle. Puis, au niveau de la syntaxe, c'est assez pratique parce qu'on peut faire des comparaisons avec nul. Donc, if a égale nul va fonctionner. Le compilateur, lui, on va générer le code qu'il faut pour aller vérifier la propriété has value ou quelque chose comme ça. On parle de nullable type. Eric, toi qui es plus familier que nous avec la plateforme VB, est-ce qu'on a l'équivalence du côté VB? Je viens juste de vérifier, Mario, et puis en effet, il va être possible d'utiliser des nullable type dans tous les langages du .NET Framework, incluant VB, parce qu'en réalité, c'est implémenté dans les coulisses en utilisant ce qu'on appelle un générique. Un générique qui se nomme nullable.
Et donc, ça va être possible d'utiliser à travers VB. Le seul problème, c'est que contrairement à C# qui a une belle couverture syntaxique où est-ce qu'on peut utiliser le nom d'un type avec le point d'interrogation, avec VB, il va falloir utiliser le générique en question. Donc, il faut dire as notable, puis là, ouvrir plus grand, plus petit, puis mettre notre type dedans, là, par exemple un int. En VB, c'est même pas plus grand, plus petit. En fait, c'est des parenthèses, c'est A, mais c'est correct. c'est la même idée. Je fais pas assez de VB. Je pense qu'on a fait le tour du langage lui-même. Oui, il y a encore quelques features mineures, mais il n'y a pas besoin de... Parlons plus des features intéressantes au niveau du IDE. Ceux qui pour toi, que tu perçois une valeur ajoutée, lesquels que tu aimerais nous entretenir? Il y a évidemment une multitude d'améliorations dans l'IDE et on ne peut pas toutes les énumérer ce soir, mais il y en a quelques-unes, moi, qui m'intéressent particulièrement, qui sont peut-être plus proches du langage, donc un peu plus bas niveau. Une que j'aime beaucoup, c'est le Class Designer qui permet de visualiser les classes avec dans un diagramme de glace et qui est synchronisé sur le code source. Donc, si on peut faire des changements, des modifications à ces classes dans le Class Designer et voir les modifications s'opérer sur le code lui-même. Donc et vice-versa. Pour ceux qui seraient familiers avec des diagrammes UML, c'est un peu comme si tu pourrais représenter toutes tes classes avec un diagramme UML. C'est pas tout à fait du UML parce qu'il est étendu pour supporter des concepts qui existent dans .NET que UML ne supporterait pas, par exemple les events ou des choses plus avancées. Mais donc c'est comme avoir une nouvelle vue qu'au lieu d'être en code, il est plus graphique, plus visuel sur nos classes. Exactement. Puis l'avantage, c'est qu'on a une vue d'ensemble sur les différentes classes, sur plusieurs classes en même temps, et on peut les manipuler. On peut voir quelle classe collabore avec quelle classe, entre autres avec tout ce qui touche les relations de contenance ou d'héritage. Exactement. Je dois avouer, j'ai utilisé le Class Designer récemment dans une démonstration dans une classe et j'étais impressionné parce qu'on a essayé de faire briser le Class Designer. On a pas. non, mais j'étais extrêmement impressionné parce que on a essayé par exemple de prendre par exemple une classe qu'on avait définie dans le Class Designer et on a tenté de renommer la classe. Et on espérait justement peut-être que ça brise par exemple des appels qui sont faits de classes différentes. Et ça ne les brisait pas, même si ces classes-là étaient stockées dans des fichiers différents, des fichiers qui n'étaient pas ouverts, des modifications dans ces fichiers fermés étaient faites. Je ne sais pas ce qui va se passer si on utilise des outils comme de gestion de code source, là, comme SourceSafe et autres, mais moi, ça m'a beaucoup impressionné. Si on possède le code localement, tous les fichiers vont être modifiés dès qu'on va jouer avec le Class Designer pour utiliser les bons noms de classe. Donc, le Class Designer, une des nouveautés intéressantes. Autre nouveauté qui t'ont frappé? L'autre nouveauté intéressante qui est liée, c'est le refactoring. Et c'est ça qui permet d'éviter que ça se plante lamentablement quand on change le nom d'une classe dans le designer. C'est de permettre de faire des modifications, de changer une interface dans une classe et avoir les modifications propagées sur toutes les classes qui utilisent cette classe. Et non seulement le nom des classes, mais le nom aussi des méthodes, des propriétés et des variables membres. Très, très on peut changer le nombre de paramètres dans une méthode. Souvent, on va définir le refactoring comme étant une amélioration dans le code sans ajouter zéro fonctionnalité, sans ajouter aucune fonctionnalité. Ouais. Donc, c'est prendre le code plus lisible, plus facile à maintenir, donc plus facile à être modifié dans le futur. Ouais. Donc avant, on pouvait faire ça en faisant un search and replace, mais c'était un peu plus long, un peu plus risqué. Search and replace, copier-coller, donc à la mitaine. Ouais. Puis alors on hésitait à le faire parce que on savait pas toujours si je veux changer le nom de cette méthode, qu'est-ce que ça va affecter. Puis là on se dit ça affecte pas grand chose. Puis on commence à le faire, puis on se rend compte qu'il faut changer 200 classes qui utilisent cette méthode-là. Donc là, avec le refactoring, on n'a pas ce problème-là. On peut voir, avant qu'il applique les changements, on peut voir la liste de tous les changements qu'il va faire dans toutes les classes avant de les appliquer. Ça, c'est pas mal puissant. Puis il y a quelque chose de rigolo si on regarde ce qui s'est passé avec le refactoring. Il y a, au tout début, Microsoft a annoncé qu'il supporterait le refactoring dans le langage C# et non dans le langage VB. Pour différentes raisons, l'équipe VB avait décidé qu'ils ne pouvaient pas faire le refactoring. Il y a eu beaucoup de plaintes des programmeurs VB,
Puis Microsoft, se sortir du pétrin, ont fait une entente avec un tiers parti, la compagnie DevExpress, pour intégrer leur outil de refactoring à même VB. Puis là, étrangement, l'outil de DevExpress est un peu plus puissant que l'outil de C#. Là, c'est maintenant la communauté C# qui regarde VB envieusement en disant comment ça se fait qu'eux ont cet outil-là. Donc, écoutez, s'ils utilisaient le VB.net à tous les jours, ils seraient en train de saliver. Ce qui fait qu'ils ont été obligés d'implémenter le Edit and Continue dans le debugger de C# qui n'était pas prévu au départ, donc finalement on y a gagné. Donc on voit que chaque plateforme, ou en tout cas chaque environnement s'alimente un et l'autre. Au niveau des outils de l'environnement intégré de développement, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes? Je parlais du debugger, ils ont amélioré certaines fonctionnalités du debugger, notamment le permettre de visualiser des types pendant une session de debug. Avant, on pouvait placer le pointeur sur une variable puis voir ce qu'elle contenait quand c'était des types simples. Mais maintenant, on peut voir des types plus complexes et puis il y a des visualiseurs qui permettent, par exemple, de voir si on a un string qui contient du XML, on peut avoir un visualiseur qui va nous afficher le XML formaté plutôt que de l'avoir sur une ligne totalement J'imagine invisible. que tu mets un dataset, il va te le montrer sous forme de exactement, de tableau, etc. Et puis on peut se faire ses propres visualiseurs pour des types particuliers qu'on veut voir d'une certaine façon. Donc c'est extensible. Ça, c'est pas mal pratique. Entre autres, si on a tout un domaine d'affaires dans lequel on aurait des objets modélisés, on pourrait se faire des visualiseurs pour simplifier notre travail de débogage. Exactement. Autre fonctionnalité qui t'a frappé? Moi, il y a deux autres choses que je trouve très importantes. C'est l'intégration avec des outils qui étaient externes avant. C'est l'intégration de FXCOP dans l'environnement de développement qui permet de faire du static analyzing du code directement dans Visual Studio. Donc là, ici, on parle d'un outil comme FXCOP, là. Oui, c'est FXCOP en fait, qui va être intégré dans Visual Studio. Est-ce que c'est seulement disponible pour les gens qui vont acheter la version Team System? Je suis pas sûr de ça. Oui. Ça, je saurais pas dire sur. Ils sont pas toujours très clairs sur ce qui va être intégré. Présentement, c'est encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec la version 1.1, on peut downloader FXCOP, l'installer dans l'environnement. Donc jamais je croirais que ceux qui auraient Visual Studio 2005 ne pourront pas faire la même chose et utiliser FXCOP Steven. Je dois s'avouer, moi aussi, ça m'a un peu très surpris. Et peut-être que ça va changer d'ici la version finale, mais dans le bêta 2 présentement, c'est seulement la version Team System qui a cette fonctionnalité-là. L'autre outil qui va être intégré, c'est les tests unitaires qu'on faisait avant avec des outils, par exemple comme NUnit. Maintenant, il est intégré dans Visual Studio. Et ça, c'est sûr que c'est la version Team System qui va supporter ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans la version professionnelle, on peut aussi créer des tests unitaires, mais peut-être que je me trompe. J'ai pas. En tout cas, à ma connaissance. J'utilise la version Team System, donc j'ai pas été installer la version professionnelle pour voir. Toutes les fonctionnalités évoluées de développement, j'appelle ça évoluer dans le sens qui sont des bonnes pratiques, on faire des tests unitaires, ces choses-là. C'est tout le produit haut de gamme Team System qui va hériter de ces outils-là. Ça va être des raisons de plus pour acheter les versions Team System parce que c'est vraiment indispensable. Écoute, en terminant, on parle de C#. Est-ce que tu as un livre ou un site web que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Un livre qui, selon toi, il serait une bonne lecture pour les gens? Oui, il y a un livre que je trouve particulièrement utile, qui est peut-être pas pour les gens qui veulent apprendre C# au départ. C# pour les nuls? Non. C'est ça. Ça s'appelle Effective C#, 50 Specific Ways to Improve Your C#. 50 façons d'améliorer son code, écrit par Bill Wagner chez Addison Wesley. Ce livre regroupe les meilleures pratiques de développement en C#, les choses que tous les développeurs devraient savoir et ne savent pas dans la plupart des cas. Quand je fais des interviews de candidats pour des postes de développeurs, très souvent ils ne savent pas des choses qui sont assez fondamentales. Ils sont dans ce livre-là. Donc, lisez ce livre-là avant de venir à l'interview. Mais comme je disais, c'est probablement pas le bon livre. Si on commence avec C#, on peut peut-être plus aller avec un livre d'introduction. Je sais que le fameux Charles Petzold en a fait un sur C#. Des livres d'introduction, il y en a
plein qui sont certainement très bons. Prenez un qui est recommandé sur blabla.net ou ailleurs. Mais une fois que vous êtes familier avec C#, allez lire Effective C# pour apprendre les choses Ou encore, si vous êtes quelqu'un qui fait des interviews, lisez ce livre-là pour savoir quoi poser comme question à vos candidats. Exactement. Donc, on va mettre le livre, le lien sur la page web de blabla.net pour les auditeurs. Les nouvelles du mois. Eric, tes nouvelles du mois? Ben, ce mois-ci, c'est un mois plutôt bas en nouvelles parce que naturellement, les gens sont encore en train d'étudier le dernier drop de Visual Studio 2005 Beta 2. Mais naturellement, une des choses intéressantes qui ont sorti, vous savez que Microsoft teste justement 2 grandes fonctionnalités de la prochaine version de Windows qu'on appelle Longhorn. La prochaine version de Windows. Et les 2 fonctionnalités qui sont en train de tester, c'est Avalon, qui est un système graphique, et Indigo, un système de communication. Et présentement, Avalon et Indigo sont maintenant sortis en version Beta Release Candidate. Donc, on approche d'un Beta 1 qui va probablement sortir quelque part cet été. Et là, on peut télécharger et tester ça et utiliser ça sur notre Visual Studio 2005 Beta 2. OK. Donc, un bêta par-dessus un autre bêta. Exactement. Idéal pour les gens qui aiment ça vivre vraiment là, on the edge, comme ils disent en anglais. Là. Idéal pour les gens qui n'ont pas de vrai système à sortir avec des vrais clients qui eux autres se disent, en tout cas, ça peut être intéressant pour analyser ce qui s'en vient dans le futur, mais on se cachera pas que Indigo ou Avalanche, c'est vraiment quelques années devant nous. Ah ben oui, mais là, ce qui est le fun, c'est que là, on arrive proche d'un vrai bêta. Là, présentement, on peut imaginer que là, on commence à approcher de la forme définitive. Ça, c'est intéressant. Ce que ça va pouvoir donner comme directive, par contre, c'est aux architectes les bonnes pratiques pour se préparer et simplifier la migration vers ça dans le futur, parce que c'est toujours une des questions. Comment je peux m'assurer, par exemple, que mon code de communication pour mes systèmes distribués soit le plus facile à porter vers Indigo? Ben, quand tu as déjà un bêta, tu es capable de voir qu'est-ce qu'il va avoir là le code source, et que tu as des bonnes pistes d'indication sur comment tu pourrais, par exemple, faire ton code avec MSMQ ou avec n'importe quelle autre technologie de communication pour simplifier cette migration-là. Oui, merveilleux. Toi, Mario, est-ce que tu as une nouvelle ce mois-ci? Oui, ben, c'est une nouvelle qui je pense pas qu'elle est sortie officiellement. C'est Rick LaPlante, qui est le gestionnaire en chef de Team Systems, sur son blog, a essentiellement annoncé qu'il est en train de réviser leur modèle d'affaires pour le produit Team Systems. Vous savez, quand on a annoncé toute la stratégie de prix, nous-mêmes, à Blabla, on a dit, on n'est pas sûr que c'est une stratégie gagnante. Je vais vous avouer, là, je pense pas que c'est une stratégie gagnante à moi qui dit qu'il donne le produit, moi aussi. Ben là, je ne ferai pas rêver en couleur, je pense pas qu'ils vont le donner. Mais ce que Rick LaPlante a annoncé sur son blog, premièrement, que il y a une des grosses critiques des gens, c'est que les gens disaient, ben écoute, la partie serveur de Team Systems, c'est un produit à part qu'il faut que j'achète qui coûte un autre $3,000. Microsoft, là, ils sont en train de réfléchir à intégrer ce produit-là directement dans toutes les versions, puis qu'il y aurait 5 licences par défaut. Donc, pour 5 utilisateurs par défaut. Ce qui veut dire que tu n'aurais plus besoin de débourser un autre $3,000 pour avoir la partie serveur. Puis la beauté de la chose, c'est chaque développeur qui installerait son produit client, il pourrait, s'il veut, installer sa version serveur. Un peu comme aujourd'hui, quand on installe Visual Studio 2003, on peut décider d'installer la version serveur de SourceSafe. Puis d'ailleurs, ça a été une des raisons pourquoi SourceSafe en tout cas les gestionnaires de code source sont devenus très populaires, c'est parce que les gens pouvaient l'installer, expérimenter et voir que c'était pas si sorcier. Donc je pense que derrière ça, Microsoft se dit aussi, on va donner la chance aux gens d'expérimenter puis de voir que le produit serveur, Team Server, qui permet la collaboration, c'est pas sorcier, c'est pas difficile à utiliser. Première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens se sont plaints en disant, vous savez, nous, là, vos 3 variantes, soit la version architecte, ou la version pour des testeurs, ou la version pour développeurs, on ne croit pas à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est la version full, avec tout. Ouais, ben, moi, c'est juste ça que je crois. Moi, je peux te le dire, Mario. Ben, personnellement, moi, je pense que Microsoft, ils font une erreur en voulant segmenter. Il aurait dû arriver juste avec une version full, puis dire aux gens, prenez donc là-dedans ce qui fait votre affaire. Donc, si vous êtes quelqu'un de QA,
prenez les outils de QA. Si vous êtes quelqu'un qui veut être plus orienté sur les outils de modélisation, prenez juste les outils de modélisation. Puis si vous êtes comme la majorité des architectes que je connais, ça veut dire que vous en couvrez large, parce que vous faites beaucoup de formations, vous éduquez beaucoup les membres de votre équipe, donc ça veut dire que vous connaissez à peu près tout comment fonctionnent les outils, vous pourrez expérimenter avec chacun. Quoi qu'il en soit, Microsoft continue sur leur piste, c'est-à-dire on va avoir 3 produits, un pour les testeurs, un pour les développeurs, puis un pour les architectes, ainsi que la version full, ou en tout cas qui contient tout. Ce qu'ils ont annoncé surtout, c'est que la version full serait moins dispendieuse. Pourquoi? Parce que en passant, le nom officiel de la version full s'appelle Team Suite pour les gens qui la cherchent. Team Suite, c'est vrai, t'as raison. On parlait pour quelqu'un qui était déjà abonné à MSDN que ça serait comme un 5 000 $ supplémentaire. Là, on parle plus de 2 500 $. Une souscription, comme notre invité nous faisait remarquer tout à l'heure. Un abonnement, là, donc. C'est un abonnement, donc c'est comme 2 500 $ que tu dois payer à tous les ans. C'est sûr que si tu es dans une entreprise, une grosse organisation, puis tu as des centaines de développeurs, pour toi, ça représente, c'est non significatif, 2 500 $. Si tu es une PME, là, ça devient plus significatif. Mais faut pas se le cacher, le produit Team System ne vise pas la clientèle PME. Malheureusement, la majorité de cette clientèle-là, Microsoft, ce qu'ils vont leur recommander, c'est acheter la version professionnelle, qui est beaucoup moins chère que la version actuelle. Ils ont diminué le prix de 300 ou 400 $, je pense, pour la version professionnelle. Ce qui est malheureux, c'est que les PME vont se retrouver avec un produit qui n'aura pas tous les outils comme de tests unitaires, ces choses-là, donc des outils qui font la promotion des bonnes pratiques. L'alternative pour les PME, c'est de devenir partenaire avec Microsoft. Et à ce moment-là, ils auront accès à Team System à des prix relativement raisonnables. Tout à fait. Ils vont avoir accès à Team System, mais malheureusement pas encore à Team Suite, ce qui est d'après moi une erreur. Ouais, en tout cas, au moins, ils vont avoir la version développeur qui va contenir 80% des bonnes choses qu'il faut faire quand on développe. Puis, il ne faut pas se cacher. Là, ce que Microsoft nous dit, ce que Rick Laplante nous dit dans son blog, c'est on vous écoute et on est en train de repenser. Puis, si rien n'est gelé, les prochains mois avec TechEd qui s'en vient, le Professional Developer Conference à l'automne, Microsoft va aller chercher encore d'autres inputs. Puis je ne serais pas surpris, moi, qu'il y ait encore d'autres itérations. Ma prédiction, moi, c'est que même s'il y a d'autres itérations, probablement que la prochaine version 2005, pas comme produit pour des développeurs, mais comme produit pour ce qui est haut de gamme, c'est-à-dire les organisations, ça ne sera pas un grand succès. Beaucoup d'organisations ne voudront pas être les premiers à utiliser ce produit-là. Ils vont laisser le soin à d'autres de valider et de tester le produit. Mais comme toujours, Microsoft va persévérer. Ils vont arriver avec une version 2 quelques années plus tard, qui est la version, le nom de code aujourd'hui, c'est Orca. Et une des nouvelles que Microsoft a annoncées, c'est le nom de code de la version 3, qui va s'appeler Hawaii. D'ailleurs, vous savez, c'est des îles, en partant de Seattle. Whidbey, c'est une petite île. Orca, c'est une petite île. Puis plus loin, c'est Hawaii. Donc la version 3, Hawaii, ça vous donne un peu une idée, c'est quoi la vision. On parle de changer complètement tout le modèle de programmation. Pourquoi? Sur ceux qui ont écouté notre émission sur les Software Factories, c'est que cette version-là va vraiment mettre en force toute la vision des fabriques de logiciels. Puis comme on vous a expliqué, c'est vraiment un changement majeur dans l'approche de développement. Puis c'est pour ça pour Microsoft, c'est une île prestigieuse, grosse, pas une petite île. Donc, c'est le nom de code de la prochaine version. Donc, de plus en plus, on va vous parler d'Hawaii comme la prochaine version de Visual Studio. Ouais, on va parler de Orca, j'imagine, auparavant, là. Mais... Ouais, mais je te cacherai pas, moi, je m'intéresse beaucoup à Hawaii parce que les fabriques de logiciels, c'est ça le futur. Orca, c'est quand même une livraison intérimaire. Ils vont corriger, ils vont pouvoir, par exemple, retravailler leur structure de prix, arriver avec quelque chose qui va peut-être vraiment prendre plus de marché. Donc surtout ajouter des fonctionnalités qu'ils n'auront pas eu le temps de mettre dans la version 1 comme ils ont l'habitude de faire. Comme ils ont fait avec la version 1.1 qui était vraiment une version 1 étoffée. Mais est-ce que c'est vrai les rumeurs que j'ai entendues à propos de la version qui allait suivre, Hawaii, il allait nommer ça nom de code Fiji? Ah oui? C'est pas vrai. Moi, ça me dérange pas le nom de code. Ce qui est intéressant, c'est de voir, en tout cas, quand ça projette une image. Donc, le fait qu'Hawaii est une grosse île, si on compare avec les autres îles, Whidbey, donc ça nous démontre que ça devrait être une version plus majeure. Ceci étant dit,
juste pour qu'on se comprenne bien, je dis pas que 2005 va être un flop. Ça va probablement être un succès comme produit pour les développeurs parce que c'est vraiment un produit mature pour dans le modèle de développement qu'on connaît aujourd'hui. Où je pense que ça va être plus ardu, c'est pour tout ce qui est développement en entreprise avec le full life cycle, donc la cycle de vie complet, donc des organisations où on fait des tests unitaires, où on fait des promotions de toutes les techniques agiles. Je suis pas sûr qu'ils vont faire le saut tout de suite dans Team System. Ils ont une compétition féroce, que ce soit les produits de Borland, que ce soit tout ce qui vient avec IBM Eclipse. Donc, c'est pas clair que Microsoft vont comme ça arriver gagnant dès la première année, mais de toute façon, il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'ils vont devoir commencer à apprendre c'est quoi les bonnes pratiques et c'est quoi le development life cycle, le cycle de vie de développement. C'est dans beaucoup d'entreprises, c'est même pas encore en place. Tout à fait. Il y a beaucoup de chemin à faire pour certaines organisations. Sinon, la majorité des organisations, moi je serais prêt à dire que c'est vraiment le cas de 8 organisations sur 10 aujourd'hui. Tout est à apprendre sur comment vraiment développer du logiciel de façon avec des bonnes pratiques. Là. Ils ont beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Écoutez Blabla.net, on va vous en parler dans les prochains épisodes. Ouais, en tout cas, on essaie de partager sur ce sujet, que ce soit au niveau des techniques agiles ou sur toutes les nouveautés qu'on doit savoir, comme aujourd'hui on parlait de C#. Mario, avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui s'en vient bientôt? Ben, les prochaines émissions. Une prochaine émission très importante, on va enregistrer des entrevues directement à la conférence internationale qui va avoir lieu à Montréal du 18 au 22 juin, le DevTeach 2005. Donc, on va être là, tous les deux, on présente différentes conférences. Très intéressant, je pense. Oui, puis en plus qu'on est conférencier, on va amener nos enregistreurs et on va interviewer, poser des questions à différents panélistes, pas des panélistes, mais différents speakers. Donc, comment on dit ça en français? Des conférenciers, j'avais un blanc de mémoire. Donc, différents conférenciers qui vont être à la conférence. Comme on a lancé la dernière émission, si vous avez des questions en particulier que vous voudriez poser à certains des conférenciers, vous prenez votre courrier électronique, vous nous envoyez des questions. Nous, on va se faire plaisir d'aller leur demander et de vous les retransmettre à travers l'émission spéciale de DevTeach qu'on va faire à la mi-juin. Déjà, on a une thématique qu'on a choisie comme... en tout cas, on a une question phare qu'on a l'intention de lancer à beaucoup de gens là-bas. Cette question-là est assez simple. C'est, selon vous, quelle est la raison principale qui justifie de migrer à Visual Studio 2005? L'idée étant de vous donner des arguments pour que vous soyez capable de convaincre votre organisation, vos supérieurs, vos boss, que ça vous prend 2005 demain matin sur votre poste, donc, il y a des raisons valables. On va essayer de vous les énumérer. Puis on va demander à chacun de ces experts-là qui sont conférenciers à DevTeach de nous aider à trouver tous les arguments qui justifient de migrer à 2005. Moi, j'ai un de mes étudiants à qui j'ai donné de la formation récemment, m'en a donné une. Il m'a dit que c'était meilleur que COBOL. Voilà. Ouais. Le X, c'est que pour un supérieur pourrait dire oui, mais de 2003 est meilleur que COBOL aussi. Donc, on a DevTeach, la prochaine émission. Au mois de juillet, on va avoir une émission sur les exceptions avec Martin Lapierre. Tracing, exception, donc un sujet bien intéressant. Ensuite, on va avoir des émissions sur génération de code, des émissions sur les nouveautés de ASP.NET 2.0, les nouveautés de Windows Form 2.0. On va parler beaucoup des nouveautés parce que le produit 2005 va être vraiment sur le point de sortir. Là, on parle de septembre, octobre. Outre ça, Eric, tu vas être au TechEd dans 2 semaines. Moi aussi, je vais être là. Donc, on va en profiter aussi, si c'est possible, de pouvoir poser des questions, aller chercher l'information qu'on va vous ramener à Blabla. Donc, on essaie autant que possible d'alimenter puis de vous donner le plus de hints sur le futur, ce qui s'en vient, ce qu'il faut savoir. Puis, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, si vous voulez rester en ligne avec nous, ben vous allez sur le site, vous vous inscrivez pour être notifié des prochaines émissions. Donc, ça vous permet de recevoir un courrier électronique. Comme on vous a déjà dit, c'est une liste privée, on ne la publie pas, mais ça vous permet juste d'être notifié qu'il y a une nouvelle émission. Comme ça, vous ne manquez pas aucune émission de Blabla.net. Écoute, Jean-Claude, merci pour ta présence. Merci de m'avoir invité. C'est bien plaisant. Eric, encore une fois, tes commentaires ont été appréciés. Ben, merci beaucoup, Mario. Je me demande toujours quand est-ce que j'ai piqué tellement
un de nos invités qui va partir en plein milieu de l'épisode, mais... Moi, je pense il y a encore des efforts à faire, là. Sur ça, on va vous souhaiter un bonsoir et on se revoit le 22 ou 23 juin pour la prochaine émission de Blabla.net où on va faire un spécial DevTeach. Blabla.net